Une semaine d'actualité. Nous allons longuement parler du Qatar avec Jacques-Marie Bourget, auteur avec Nicolas Beau d'une enquête d'un livre qui s'intitule « Le vilain petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal », un ouvrage publié chez Fayard. Bonjour Jacques-Marie Bourget. Bonjour, quel titre? Oui. Quel titre? Oui, ça fait un peu pamphlet, mais bon. Ça donne le ton. Oui, ça donne le ton. Jacques-Marie Bourget, le Qatar. Alors pour être bien clair sur votre démarche, c'est une enquête vraiment approfondie. C'est un livre que je recommande vraiment. Vous écrivez avec Nicolas Beau, écrit par des hommes libres qui aiment et respectent le monde arabe et musulman, où ils enquêtent depuis des dizaines d'années. Cet ouvrage ne relève pas du Qatar bashing. Il n'a rien d'une critique injuste, gratuite, comme une mode. C'est notre démarche, oui. C'est-à-dire qu'au terme d'un an de travail, on s'est dit, est-ce que on va pas faire la part belle aux gens qui sont islamophobes, et qui vont emboîter le pas derrière nous en disant, regardez, eux aussi le disent. Est-ce que ce monde arabe, qui lui aussi provoque des détestations épouvantables, on va pas leur fournir des armes? C'était notre grande inquiétude, dans la mesure où c'est pas un clan, mais nos sympathies, nos zones de travail et d'intérêt ont toujours été là. Donc on peut pas dire qu'on soit les ennemis ni de l'islam, ni du monde arabe. Bien au contraire, on est les amis. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait un pays qui entretenait une politique perverse et que fallait quand même faire un peu stop, quoi. Voilà. Vous écrivez aussi, la raison d'être de cet ouvrage est de révéler un scandale d'État et qui dure. Scandale d'État. Oui, absolument. C'est-à-dire que, imaginez que demain, là, par exemple, le 20 mai, Monsieur Védrine va à Doha. Bon, il est plus ministre, mais enfin, c'est quand même une personnalité reconnue et respectée. Il va à Doha pour le forum annuel. À Doha, il y a des forums, notamment un forum sur la démocratie retrouvée ou créée dans ce pays où la démocratie n'existe pas. C'est ça le paradoxe. Si Monsieur Védrine allait demain en Bélarus pour tenir ce même genre de forum, on dirait, mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous allez faire dans cette dictature? Il faut savoir que le Qatar est moins bien classé au classement mondial de The Economist. Il est 136e sur 157. Et la Bélarus, cette vraie dictature, est avant. Donc c'est ça ce paradoxe. C'est-à-dire qu'on reçoit ces gens-là en disant ce sont des musulmans modernes, c'est le modèle à imiter. Quand Hollande va en Chine, on lui dit surtout, n'oubliez pas les droits de l'homme, faut en parler. Quand on va au Qatar, toute la gauche est passée au Qatar, toute la droite est passée au Qatar, c'est le défilé permanent. Bon, je vais pas en faire une tête de turc, mais Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, il est allé avec Ségolène pendant la campagne électorale, avec l'actuel ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. À l'époque, il s'occupait de Ségolène. Le maire de Paris, Delanoë. Bon, Monsieur de Villepin, on connaît, il a son rond de serviette à Doha. Puis bon, disons qu'en gros, il y en a très peu qui ont échappé, sauf Jean-Marc Ayrault qui a dit le Qatar, avant d'y aller, moi je réfléchirais. Voilà, un homme sage. Il est un peu seul, hein. Il est un peu seul. Donc, faut bien reconnaître que le Qatar, c'est le forum de la politique française. Mais au nom de quoi, Jean-Marie Bourget? De la réelle politique? Des intérêts bien compris des uns et des autres? Enfin, je veux dire, de droite et de gauche. D'abord, non, d'une habile politique du Qatar, qui fait très bien sa propagande, qui donne de l'argent aux fondations, qui invite, qui met des toiles de Rothko dans des musées qui sont vides, et Rothko, là-bas, les gens s'en moquent totalement. Ce qu'ils veulent, c'est l'Angélus de Millet, et encore. Donc, ils ont construit toute une espèce qu'on appelait à l'époque les critiques du communisme, c'était la politique Potemkin. C'est-à-dire que on a accusé les communistes en 1930 de faire des villages en carton, avec des usines avec de la fausse fumée, pour faire croire que tout allait bien. Et là, ils ont réussi un peu ce phénomène Potemkin, c'est-à-dire à faire qu'on ne s'interroge même pas sur la réalité de ce qu'ils sont. Et avant même de parler de leur politique étrangère, qui est dévastatrice, parlons de leur politique intérieure, c'est un pays où il n'y a aucune liberté. Alors, dans le livre, vous démontez en fait le régime, les différentes strates, si je puis dire. En fait, c'est une famille. Voilà, de la famille. C'est une famille qui dirige. Bin Al-Thani. Voilà, c'est une espèce de Monaco sur une bouteille de gaz, quoi. Donc, il n'y a pas de comptabilité nationale, c'est-à-dire que tout l'argent du gaz, c'est l'argent de l'émir et de sa famille. Il en fait ce qu'il veut. Donc, quand on voit les présidents africains qui sont poursuivis à Paris pour les biens mal acquis,
eux, il y en a, et c'est bien, eux, ils tombent absolument dans le profil. Mais bon, néanmoins, on a nommé par les effets de lobbying, le ministre de la Justice du Qatar a été nommé auprès de l'ONU pour s'occuper des biens mal acquis. Enfin, on confie les services de la police judiciaire à un repris de justice. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est le monde à l'envers. En tout cas, il y a un effet de mode autour du Qatar en France. Oui, il y a un effet de mode, et nous, on n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens qui sont pas de droite ou de gauche, il y a même pas quelques énergumènes un peu particuliers, des extrémistes qui seraient des fanatiques de je ne sais quoi. Non, c'est tous des humanistes, des gens qui sont éclairés. C'est pas, pour employer un mot un peu grossier, c'est pas humainement des salauds. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est devenu une espèce de mode. À l'époque, il y avait la Mamounia, à l'époque d'Hassan II. Au Maroc. Bon, au Maroc, Hassan II mettait quand même des gens en prison. Ça fait un certain bruit. Perrault avait écrit Notre ami le roi. Vous connaissez tout ça. Mais on disait rien parce que la Mamounia, c'était sympa, la piscine était chaude, on était bien accueillis. Et ben Doha, ça a un peu remplacé la Mamounia. On cherchait. Il y a quand même 1 million de travailleurs à Doha qui ont le statut d'esclaves. On va y revenir, Jacques-Marie Bourget, mais c'est fou le nombre de Français qui vont à Doha quasiment tous les week-ends, non ? Mais il y a des gens qui ont même la carte gratuite Qatar Airways, et ils montent à bord de l'avion comme si c'était le Navigo sur le RER. Alors, à propos de Qatar Airways, selon notre confrère La Tribune, le Qatar fait pression sur Paris pour obtenir plus de vols entre Paris et le Qatar. Logique, selon vous ? Oui, je connais pas bien les dispatching de Qatar Airways. Je sais que ils ont très mal traité dans l'un de leurs vols des passagers français qui était en plus un diplomate. Et lors de l'escale à Doha, ils l'ont envoyé en prison. Il a fallu qu'il rentre par ses propres moyens à Paris. Ça lui a coûté 48 heures de prison et 10 000 euros de billets d'avion et d'hôtel et je ne sais quoi. Donc c'est pas non plus le tapis volant, le Qatar Airways. Suite d'une semaine d'actualité, nous repartons au Qatar, mais on va parler de la Syrie. Vous analysez la position du Qatar par rapport à la crise au Mali, on y reviendra évidemment tout à l'heure, mais la position du Qatar en Syrie, c'est de soutenir les rebelles. Hein, oui, c'est paradoxal, puisque Bachar el-Assad et l'émir du Qatar étaient les meilleurs amis du monde. Vous le rappelez aussi dans le livre, venait à Doha faire de l'auto ensemble parce qu'ils aiment beaucoup les automobiles. Faire du 4x4 dans le désert. 4x4 dans le désert ou même des voitures rapides. Enfin, et l'émir a donné 2 avions, un pour la femme de Bachar et un pour Bachar. Enfin, ils étaient intimes. Et Bachar était l'intermédiaire entre la France et le Qatar pour créer la grande amitié qui existait entre Nicolas Sarkozy et le Qatar. C'est Bachar l'intermédiaire. Guéant est allé voir Bachar pour essayer un peu de trouver des clés de pays pétroliers. Et Bachar a dit, attendez, je vais vous présenter mon copain l'émir, et c'est comme ça que l'idylle a commencé. Et tout d'un coup, la grande brouille. Alors sur la brouille, à propos de la Libye, peut-être qu'on y reviendra, c'était un petit peu plus clair. Sur la Syrie, c'est un peu plus confus. On ne sait pas si derrière ça, il y a une espèce de stratégie internationale plus ou moins soufflée par les États-Unis, par rapport à l'Iran, enfin bref. En tout cas, c'est ça qui est intéressant, entre autres, Jacques-Marie Bourget, c'est qu'il y a le Qatar qui finance politiquement les rebelles en Syrie, les islamistes ailleurs, et le football d'un autre côté. Le double jeu. Le double jeu, oui, c'est-à-dire que en Syrie, ça sert à rien de parler de la Syrie. La situation est tellement désastreuse qu'on peut pas à la fois soutenir Hafez el-Assad, qui est un tyran et un bourreau que personnellement lui et sa famille, j'ai détesté et combattu dans mes articles toute ma vie, et en même temps épouser les théories et les thèses d'Al-Qaïda, des djihadistes et de tous leurs séides qui sont le pire obscurantisme. Où on va, j'en sais rien. Ce qu'on peut constater, c'est que le Qatar finance et arme. Le football, il y a un symbole très clair, c'est que jusqu'à l'an dernier, sur le maillot de la magnifique équipe de Barcelone, vous le rappelez aussi dans le livre, il était écrit UNICEF, c'est-à-dire on sauvait les enfants, on aidait les enfants, et maintenant il y a marqué Qatar Foundation. Et UNICEF, c'est des petites lettres derrière, si on met le maillot dans le short, on les voit même plus. Donc c'est symbolique. Mais ça rejoint un peu une autre politique, c'est-à-dire que le Qatar a acheté dans le monde entier des dizaines de milliers d'hectares. Alors quand ils les achètent en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou je ne sais quoi, c'est de l'industrie, peu importe. Mais quand ils les achètent, par exemple, en Thaïlande ou au Niger, c'est-à-dire que ces gens, il y a des paysans qui ne sont pas propriétaires des terres, qui travaillent là-dessus. Et du jour au lendemain, ils deviennent des paysans sans terre. Donc c'est une politique absolument inhumaine, quoi. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le Qatar, cela veut dire aussi Al Jazeera.
Oui. La grande télévision Oui, qui a une influence considérable. c'est- Alors vous en rappelez dans le livre, c'est un des chapitres du livre, la jeunesse et l'évolution surtout. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. La boutade, c'est une télévision qui possède un pays, c'est pas un pays qui possède une télévision. Et Moubarak appelait ça la boîte d'allumettes. Il a vu ce que ça donnait. La première phase d'Al Jazeera, c'était Hourra, bravo. Et on regarde un peu, faut bien reconnaître qu'on a été très surpris il y a 15 ans de voir, en 1996, de voir arriver, on va appeler ça d'une manière caricaturale la modernité, mais enfin c'est vrai qu'il y avait des reportages avec des choses vraies, modernes, etc. Bon, c'était. Et puis petit à petit, aujourd'hui les pays, la Tunisie par exemple ou l'Égypte ne regardent plus Al Jazeera. Le nombre de téléspectateurs qui regardent est passé de 40 millions à 6 millions ces derniers mois. Là. C'est devenu une tribune. C'est devenu l'équivalent des télé Ben Ali ou des télé Moubarak. C'est devenu la télé officielle. Avec des prédications, notamment de Cher Karadawi, qui est dans la bande de Gaza en ce moment, qui donne une tonalité assez bien sûr. Et en Tunisie, il y a des gens qui disent Al Jazeera dégage. Et il y avait une caricature dans un journal égyptien l'autre jour qui m'a fait énormément rire. C'était une mère de famille qui tirait l'oreille de son fils en lui disant « Tu sais où vont les petits menteurs ?» Et le gamin répondait « Oui, à Al Jazeera ». Jacques-Marie Bourget, nous allons continuer à parler du Qatar, l'autre face du Qatar, après un point sur l'actualité de ces dernières heures, bien sûr. À tout de suite. Une semaine d'actualité. Et nous sommes toujours en compagnie de Jacques-Marie Bourget, co-auteur avec Nicolas Beau du Vilain Petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal, un livre, une enquête fouillée, publiée chez Fayard, où il est beaucoup question, notamment du Mali. On va évidemment y revenir dans un instant, Jacques-Marie, mais aussi de la période Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Qui était l'apogée déstabilisatrice aussi par les suites de la guerre en Libye. Oui, c'est-à-dire que on le disait tout à l'heure, c'est Bachar el-Assad qui a présenté Nicolas Sarkozy à l'émir. L'émir est venu au 14 juillet, Bachar el-Assad est venu le 14 juillet. Après, on lui a présenté un autre ami, c'était Kadhafi, qui est venu planter sa tente, etc. Enfin bref, il y avait une étrange camarilla là, c'était la carpe et le lapin. Et pour Nicolas Sarkozy, l'interrogation de l'émir du Qatar, c'était son oracle en matière de politique arabe. Est-ce qu'il faut être gentil avec celui-ci, méchant avec celui-là? Que faut-il faire? Bon, avec une cible permanente, c'est l'Iran, etc. quoi. Le djihad, ils en ont pas beaucoup parlé. Et puis des liens financiers, parce que l'histoire de la libération des infirmières bulgares, il y a 400 millions qui se sont promenés dans des valises. On sait pas très bien si les 400 millions ont existé. On sait pas très bien où ils ont finalement atterri. Enfin, il y a eu on peut le dire. Enfin, il y a même des députés qui se sont interrogés là-dessus, des liens extrêmement troubles. Et puis surtout, une volonté subite de déclencher la guerre, préparée, puisque en Cyrénaïque, qui était la partie islamique de la Libye, dans la mesure où Moubarak, chassant les frères musulmans, il venait se réfugier à l'Est, ce qui est bien logique, et tout d'un coup, on a un peu activé cette espèce de foyer pour en faire une révolution, mais l'autre objectif, c'était quand même les sous de Kadhafi, 165 milliards dans 27 pays du monde, c'est intéressant, dont 50 milliards auraient été dans des banques ou dans des coffres à Doha, et tout cet argent, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais il n'a pas été perdu pour tout le monde. Je dirais actuellement, vous avez des gens qui sont mandatés un peu partout. Il y a une espèce de course au trésor, c'est le cas de le dire, sur l'argent de Kadhafi. Et une partie, pendant la guerre, a été très vite récupérée. Et vous écrivez avec Nicolas Sarkozy au pouvoir, l'année du Qatar en France dure 5 ans. Entre Paris et Doha, une alliance privilégiée se noue, où se mêlent la diplomatie, le foot, le CAC 40, l'immobilier, les petits services et les gros contrats. Oui, bien sûr. C'est un mélange absolument extraordinaire qu'on a très rarement vu dans l'histoire de la République française. Alors vous soulevez aussi, tout en rendant hommage à RFI d'ailleurs. Oui, le travail qui a été fait par RFI, un peu anonymement, c'est-à-dire c'est les galériens qui rament dans l'obscurité et l'ignorance des Lumières, mais disons qu'il y a eu un travail sur le Sahel, le Mali et Niger, pas toute cette région. Par les correspondants sur place. Les correspondants sur place, c'est formidable. Il y avait les envoyés spéciaux qui connaissent merveilleusement le terrain, et puis il y avait des correspondants sur place qui apportaient des vraies informations. Et quand on les décrypte aujourd'hui, au moment où on a écrit le livre, ils étaient là. Ils étaient là et ils avaient rapporté des choses étonnantes que personne n'a voulu entendre. Que par exemple, quand le Moudjahou était à Gao, le Croissant Rouge du Qatar y était aussi. Voilà.
Et le crachat rouge du Qatar était à Gao et n'intervenait que dans des zones où le Moudjahou était là. C'est-à-dire que le Qatar arrivait là comme le sparadrap derrière la milice. Et subitement, on a vu ces milices couvertes d'or, nouveaux uniformes, nouveaux moyens de recrutement, les médecins de l'hôpital de Gao, tout d'un coup, les salaires triplés, etc. Alors on vous explique, parce que ça fait quand même pas mal de réactions, même l'ambassadeur en France a été contacté par des Maliens, des sages Maliens, qui ont dit mais quel jeu jouez-vous? Alors l'ambassadeur a répondu mais c'est la zakat, vous savez, on peut pas empêcher les riches qataris d'aller faire la charité là où ils le veulent. Mais bon, on se moque du monde. Il y a même des avions qui ont atterri à Gao pour déposer je ne sais trop quoi et qui sont repartis juste au moment où les Français arrivaient. Enfin, là, on est dans la duplicité. C'est ce qu'explique chaque semaine Claude Angéli dans les colonnes du Canard enchaîné. Bien sûr, oui. Très bien informé. Oui, bon, on est sur la même. Enfin, on a sûrement des informateurs qu'on partage. Et moi, c'est pas parce que c'est le Canard enchaîné, mais disons que là, il y a une constante. Et nous, on a trouvé que cette constante était parfaitement justifiée. C'est ni du Qatar bashing, ni de l'acharnement gratuit. Il y a une véritable volonté de prendre main sur cette partie de l'Afrique de l'Ouest. J'ai un ami qui est diplomate dans une grande ambassade étrangère à Bamako, qui m'a dit mais Jacques-Marie, c'est pas la peine de savoir ce qu'on va faire. Bamako est déjà complètement wahhabite, islamiste extrême, et on descend vers le Sénégal et quand c'est foutu. Bon, pour un wahhabite, c'est merveilleux, mais si on partage pas cette lecture du Coran qui est complètement rétrograde et qui vous laisse dans des ghettos, c'est quand même très attristant. En tout cas, il faut souligner qu'AQMI a menacé à nouveau la France dans un message diffusé mardi et qu'il y a eu, on vous en a parlé dans les journaux, des attentats suicides dans le nord du Mali. Alors repartons au Qatar. Donc c'est une exploration que votre livre, une exploration du Qatar, non seulement de la famille, du Premier ministre aussi, HBJ, oui. qui joue un rôle éminent, oui. Dans tous les sens du mot. C'est lui qui a scellé le contrat entre le Qatar et les États-Unis au moment du coup d'État de 96. Voilà. Et puisqu'hier on parlait beaucoup de l'esclavage moderne, vous parlez aussi des populations immigrées. Oui. Il y a plus d'1 million de travailleurs immigrés, puisque le Qatar, c'est le pays au monde où il y a le plus de population étrangère. Avec une population qatari de 150 000 à 200 000, on ne sait pas très bien, parce que ça fait partie des secrets. Et la population étrangère, c'est plus d'1 million. Et là, en perspective de la Coupe du Monde de foot, si elle est maintenue, on va arriver à 1,5 million, 2 millions de travailleurs étrangers, ce qui est considérable. Dont certains vivent on leur prend leur passeport à l'arrivée, on leur donne un parrain, c'est-à-dire un maître esclave. Ils vivent dans des camps, dans des conditions absolument innommables, pas de droit, sortir, ils ont pas envie de sortir, les pauvres malheureux, parce qu'ils sont au milieu du désert, épuisés, pas de relations sexuelles, s'ils se font prendre, c'est coups de fouet et prison. Et un salaire de misère. Les morts d'accidents du travail, on ne les compte pas. Moi, je les estime à plusieurs dizaines, maximum peut-être 400 morts dans l'année, mais 300, les types tombent des tours parce qu'il n'y a pas de conditions de sécurité. Arrêt cardiaque parce que faire du béton à 50 degrés à l'ombre, c'est fatigant au bout d'un moment. Salaire non versé, passeport supprimé à l'entrée, et on ne peut quitter l'emploi qu'avec le bon vouloir du soi-disant sponsor, du parrain. Donc le type qui vous exploite, il trouve ça très très bien, il n'a pas du tout envie que vous partiez. Donc pour quitter le goulag, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Donc les syndicats internationaux se sont intéressés à ce sujet. Et on fait savoir que c'était inadmissible et qu'il y avait même des perspectives de boycott du mondial, que ça pouvait pas continuer comme ça. Alors ils y vont avec l'espoir évidemment de gagner de l'argent, comme dans d'autres États de la région. Bien sûr. Alors globalement, dans tous les États du Golfe, les conditions pour les travailleurs, c'est pas vraiment la douceur. Mais là, c'est le plus rigoureux. Et bien évidemment que les Népalais, les Marocains, les Indiens vont là-bas parce que c'est Philippins, c'est le moyen de survivre dans des pays de misère. Mais j'ai interrogé des Népalais qui sont rentrés et qui eux sont abasourdis par ce qui leur est arrivé. Et puis quelquefois les salaires sont même pas versés. L'autre jour dans Le Monde, il y avait le témoignage d'un footballeur, un ancien international marocain qui se revendiquait comme esclave. C'était l'exemple d'un Français qui avait été naturalisé pour 1 mois
à l'occasion d'un match, et les salaires pas versés, bloqués, au bout parce qu'il y a un prince qui est pas content et on vous paie pas, les contrats sont pas respectés. Donc ça, c'est le côté un peu anecdotique parce que ce footballeur était un peu connu, mais il y a des pauvres bougres qui sont vraiment c'est les damnés de la terre, hein, c'est épouvantable. Alors vous parlez beaucoup aussi des investissements du Qatar dans l'immobilier, en France et ailleurs, en France singulièrement, hein, ils sont importants. Oui, mais moi là-dessus, j'ai pas de point de vue. Je constate qu'ils surpayent, par rapport au prix. Bon, mais moi que les Champs-Élysées ou les beaux quartiers soient la propriété des Chinois ou des Qataris ou de je ne sais quoi, moi j'ai pas de point de vue sur la question. Les prises de participation dans certaines sociétés aussi. Oui. Alors là, dans les sociétés, les participations sont moins importantes et à chaque fois qu'il y a une participation, c'est manque de chance, c'est dans des sociétés qui font pas florès. Les actions se cassent la figure. Ils avaient par exemple mis de l'argent dans Cegelec et ils venaient pas au conseil d'administration. Un jour, le patron de Cegelec a cherché un autre partenaire et au moment où il en avait trouvé un, il a appris en lisant le journal que sa société avait été vendue à Vinci. Donc c'est pas vraiment des gens passionnés par le management. Et vous parlez beaucoup avec... En revanche, en Allemagne, les investissements sont plus industriels et en Angleterre plus importants qu'en France. Mais vous insistez, c'est sans doute plus important, sur le rôle du Qatar dans ce qu'on appelle les banlieues. Oui, bien sûr, oui. Banlieues, hein. Le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Mais alors l'Arabie Saoudite, après les attentats de New York, plus en odeur de sainteté, avec des implications quand même très frôlantes de Saoudiens dans ces affaires, se sont dit oh là là, nous, les amis djihadistes, peut-être qu'ils exagèrent un peu, donc on a mis la pédale douce. Puis Ben Laden est saoudien. Vérité. Donc le Qatar tout d'un coup a eu le champ libre pour le même type d'action de son côté. Et nous, la loi de 1905 en France, pas le droit d'aider les communautés religieuses, etc., séparation de l'Église et l'État, c'est vrai que c'est un vrai problème. Les musulmans, je vois pas pourquoi ils iraient prier dans les rues ou dans des garages. C'est vrai qu'il faudrait des locaux adaptés, qu'on appelle ça des mosquées, des centres de prière. Moi, c'est pas mon rayon, mais il y a un vrai problème. Donc, subitement, le Qatar est arrivé en disant bougez pas, on s'occupe de tout. Et Nicolas Sarkozy, qui a voulu organiser la religion musulmane, et maintenant François Hollande prenant un peu le relais avec Manuel Valls, ils se sont dit après tout, ces gens-là, ils assurent le fonctionnement des choses. Et l'idéologie, enfin ce qu'on essaie de nous faire entendre, c'est que le Qatar, quand il y a des égarés, gens djihadistes, ils sont là pour les remettre dans le droit chemin. Donc c'est une bonne chose. Mais en fait, non, c'est vraiment l'importation du wahhabisme qu'est le salafisme et la version la plus radicale de l'islam. Ce qui est frappant, il faut vraiment lire ce livre, je le conseille, c'est une autre façon de voir le Qatar, loin des stades de football. C'est ce double jeu, j'y reviens aussi, de ce pays. Oui, bien sûr. Le foot, ça fait partie de la religion, c'est-à-dire que moi j'étais il y a quelque temps à Sabra Chatila, c'est un lieu qui m'est cher et j'y suis retourné. Vous avez écrit d'ailleurs un livre. Oui, j'ai écrit un livre sur le massacre. Et donc j'ai vu des gamins qui n'ont pas de chemise, mais ils ont un maillot, c'est le maillot de Barcelone, il y a marqué Qatar dessus. Et les gosses de banlieue, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que par le biais du foot, on va essayer de les faire rentrer comme il faut dans la communauté des croyants, dans la Oumma et dans la droite ligne. Pourquoi vous parliez tout à l'heure dans le journal de Kinshasa où était François Hollande il y a quelque temps pour le sommet de la francophonie, et pourquoi le Qatar, contre toutes les règles, a réussi à entrer dans la francophonie, alors qu'on n'y parle pas français, et même sans avoir la période de latence avant d'entrer. Bon, c'était, pour parler trivialement, c'était une magouille. Parce que, par le biais de la francophonie, on peut prendre en main les écoles de langue française et leur enseigner la langue française avec le Coran. Voilà, c'est un plan messianique. Je veux dire, j'ai l'air de parler un peu comme je sais pas qui, moi, les gens qu'on entend, les fous furieux de l'anti-islam. C'est pas du tout mon cas. Moi, non, votre livre est une enquête. L'islam est une magnifique religion. Et vous faites la part des choses. Moi, je suis pas religieux, mais je respecte les religions des autres. Mais là, c'est un choix qui est mortifère. On peut pas. Enfin, si demain on trouvait du gaz sous le Vatican et que le Vatican finance Civitas, tous les gens qu'on a vu s'agiter dans les rues, et Monseigneur Lefebvre qu'on les a vu s'agiter dans les rues cet an dernier, nous, la vie serait extrêmement difficile, quoi. Vous avez eu des réactions du Qatar après la sortie de votre livre? Aucune, non. Ça n'a pas dû leur plaire, hein? Non, il y a un ami qui a eu le Premier ministre du Qatar qui lui a dit que j'étais un agent israélien. Donc bon, je pense que ces fiches sont pas à jour, mais c'est un peu paradoxal, mais voilà. Donc à ce niveau-là, ils sont pas bien informés.
Merci Jacques. Marie Bourget. Vous êtes l'auteur avec Nicolas Beau donc d'une enquête que je recommande vivement, qui s'intitule Le vilain petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal, un livre publié chez Fayard. Une semaine d'actualité réalisée bien sûr par Vanessa Rovansky, une émission à retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Je vous retrouve demain pour Idées, nous parlerons des philosophies africaines au pluriel avec Séverine Kodjo-Granvaux, auteur d'un ouvrage passionnant sur le sujet aux éditions Présence